Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde. Seule. En face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là, bien tranquilles à la regarder. De nous, qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la belle, la blonde, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone, mais tout le poussait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur, de la réussite. Sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone. Il rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats, là, au milieu des autres garçons, et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides. Il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué. Il se demande si ça n'est pas vain de conduire les hommes, si ça n'est pas un office sordide qu'il faut laisser à d'autres, plus frustes. Et au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Elle ne lui est d'autre qu'un secours. Créon est seul. Seul, avec son petit page qui est trop petit et qui peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle là-bas au fond, qui rêve, adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants, des petits ennuis, comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir, le vin rouge et sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment,
jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de sa première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée, les 2 frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. D'où viens-tu? De me promener. C'était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, Nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé. Cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales. Et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin! À 4 heures! Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte en dormant. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait tous les matins comme ça, ce serait tous les matins aussi beau? D'être la première fille dehors? La nuit! C'était la nuit! Et tu veux me faire croire que tu as été promenée, menteuse? D'où viens-tu? C'est vrai. C'était encore la nuit.
Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice! J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle. Fais la folle. Je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi et pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Ah, c'est du joli. C'est du propre. Toi, la fille d'un roi? Donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Oh, tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi. À t'actifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses bouclettes et ses rubans et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Et qui est-ce? Un voyou, hein, peut-être? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille, voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser, c'est ça? Hein? C'est ça? Réponds donc, fanfaronne! Oui! Et elle dit oui. Miséricorde! Je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon. Mais ton oncle, Créon, saura, je te le promets. Oui, mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et Aimon? Et ton fiancé? Car elle est fiancée. Et à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse? Ça voudrait qu'on ne dise rien? Tu sais ce que je devrais faire? Te battre, comme lorsque tu étais petite. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier? Je dois pas crier par-dessus le marché? Moi, qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Vieille bête, oui. Vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors. Vieille bête! Tu dors! Toi qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira, ta mère, là-haut, quand j'y monterai. Et moi, j'aurai honte. Honte à en mourir. Si j'étais pas déjà morte. Et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame Jocaste, c'est vrai. Non, nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non. Tu te moques de moi, alors? Oh, tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid lorsque je suis venue te border? Ne pleure plus, s'il te plaît. Allons, ma bonne pomme rouge. Tu sais, quand je te frottais pour que tu brilles, ne laisse pas couler tes larmes pour des bêtises comme cela pour rien.
Je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux que Aimon, mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore. Quand tu pleures comme ça, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée. Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux, alors. Toutes les deux. Vous allez devenir folle et vous lever avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeun, que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couvertes. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, Maurice, il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, cela me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Ne te moque pas! Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans ton cou. Un jour, je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme ça doit être facile de ne pas penser de bêtises, avec toutes ces mèches bien lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui? J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr! À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute! J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone! D'abord, c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu! Il est le roi! Il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi! Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi! Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée. Et puis on la met dans un coin, dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez! Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi. Et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi! J'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Oh, mais essaie de comprendre, au moins! Comprendre? Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau. La belle eau fuyante et froide, parce que cela mouille les dalles. À la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donner tout ce que l'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre. Courir! Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a chaud. Et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre! Toujours comprendre! Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Pas maintenant! Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas! Ils hurleront! Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Il faudra avancer dans leur haine sur la charrette, avec leur odeur et leur rire, jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnées sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf. Qu'on sent qu'on pourra toujours crier. Essaye de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Il faudra
souffrir. Sentir que la douleur monte. Qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter. Qu'on voudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant. Et monte encore comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit. Pas toi. Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Mais qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu de la nuit? Ma petite sœur. Non, non, laisse-moi! Ne me caresse pas! Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi? Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Oui! Donne-toi cette excuse! Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Elle t'a assez pleuré d'être une fille. Ton bonheur est là devant toi. Et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous, des petites filles. Et mon Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon, tout à l'heure, sera une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismène, il fait jour, tu vois. Et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Et je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Va dormir encore. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras encore te parler. Je te laisserai me parler, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serais moins belle demain. Pauvre Ismène. Tiens, te voilà un bon café et des tartines. Mon pigeon, mange. Je n'ai pas très faim. Je te les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Tu es gentil, Nounou. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part. Mais fais-moi tout de même bien chaud comme lorsque j'étais malade. Nounou, plus forte que la fièvre, plus forte que le cauchemar, plus forte que les 1000 insectes du silence qui rongent quelque chose quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même, avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nourrice plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Rien. Je suis seulement un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Trop petite pour quoi, ma mésange? Pour rien. Et puis tu es là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma tourterelle? Rien. Seulement ta main posée comme cela. Voilà. Je n'ai plus peur. Tu sais, Douce, ma chienne. Oui. Tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes?
Ça ne devrait pas entrer dans les maisons. Même si elle salit tout, promets. Alors il faudra que je la laisse tout abîmée sans rien dire? Oui. Oh, ce serait un peu fort. Puis tu vas me promettre que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça? Parler aux bêtes. Et justement, pas comme à une bête, comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ah non, à mon âge, faire l'idiote. Et pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi, à cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler, plus lui parler. Pourquoi? Si elle était trop triste. Si elle avait trop l'air d'attendre le nez sous la porte comme quand je suis sortie. Vaudrait peut-être mieux la faire tuer, sans qu'elle ait mal. La faire tuer? Ma mignonne? Faire tuer ta chienne? Mais tu es folle ce matin. Non, Nounou. Voilà, Aimon. Laisse-nous, nourrice, et n'oublie pas ce que tu m'as juré. Pardon, Aimon. Pardon pour notre dispute hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné, à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là, et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé, ce parfum? Iceman. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe? Aussi? En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Oh! Comme j'étais bête! Tout un soir gaspillé! Un beau soir! Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoutez, mon... Oui. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Et serre-moi. Serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. C'est bon. Écoutez, mon... Oui? Je voulais te dire ce matin... Le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui? Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Oh, il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon il aurait une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde. Tu le crois, n'est-ce pas, toi? Oui, mon amour, je le crois. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais eu une vraie femme? J'ai une vraie femme. Oh, tu m'aimais, Aimon. Tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là? Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de jeune fille? Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis? Jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois, que tu aurais plutôt dû demander Ismène? Idiote! Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone. Je t'aime comme une femme.
Je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone. Dis la vérité. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse? Comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme. Maintenant, je vais te dire encore 2 choses. Et quand je te les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires. Même si elles te font de la peine. Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras d'ici sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Et tu vois comme je te le demande, jure-le-moi, s'il te plaît, Aimon. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier d'abord. Tu me demandais pourquoi j'étais venue avec cette robe d'Ismène, ce parfum et ce rouge à lèvres. Mais j'étais bête. Mais je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment. Et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles. Pour te donner envie de moi. C'était pour cela? Oui. Et tu as ri. Et nous nous sommes disputés. Et mon mauvais caractère était le plus fort, je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir. Pour que je sois ta femme avant. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, Aimon. Je t'en supplie. Je voulais être ta femme parce que je t'aime comme cela, moi, très fort, et que je vais te faire de la peine. Pardon. Que jamais je ne pourrai t'épouser. Sors. Sors tout de suite, sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par la fenêtre, je te le jure. Pars. Pars maintenant. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. Pars, s'il te plaît, Aimon. C'est tout ce que tu peux encore faire pour moi si tu m'aimes. Voilà, c'est fini pour Aimon, Antigone. Antigone. Oh, tu es là? Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Et mon nounou, et moi, et Douce, ta chienne. Nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort. Et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout, toujours. Mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous, ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Antigone. Antigone.
Garde Jonas de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique, et parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les 3. On est les 3 du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est 3, chef. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe Boudous. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite, moi. C'est le première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non, ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Non, parle-toi, puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire, la médaille, 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle. De quoi as-tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Moi, je suis proposé première classe, mais je ne suis pas encore promu. Je devais être promu en juin. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les 3 responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien voilà, chef, le cadavre... On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est, chef, au moment où la nuit va finir. Ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle. On dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les 3 qu'on dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait... Tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi, je le regardais de temps en temps tout de même. Je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs ils disent avec Jonas... C'est moi qui l'ai vu le premier, chef. C'est moi qui ai donné le premier l'alarme. Les autres vous le diront. L'alarme, pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Il n'avait pas eu le temps avec nous autres à côté. Seulement un peu de terre, mais assez tout de même pour le cacher aux vautours. Tu es sûr que c'est pas une bête en grattant? Non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi, mais la terre était jetée sur lui, selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde Durand a trouvé plus loin une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Un enfant. L'opposition brisée qui sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec leur or bloqué dans Thèbes. Les chefs de la plèbe puant l'ail soudainement alliés au prince. Et les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer. Et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains, double veine. Mais ils ont des complices dans ma garde, peut-être. Écoute bien, toi. Chef! On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds, mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. Le première classe vous le dira. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Écoute-moi bien. Votre garde est doublé, renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre, et pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence, vous serez puni de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville, on a recouvert le cadavre de Polynice. Vous mourrez tous les 3. On n'a pas parlé, chef, je vous jure. Mais moi, j'étais ici, et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ce sera les autres. Ce ne sera pas moi, j'ai un témoin, moi. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Viens, petit. Il faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Et puis la jolie besogne commencera. Tu mourrais, toi, pour moi. Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Oui, bien sûr, tu irais tout de suite. Toi aussi. Un enfant. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Ça n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est ça qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que ça démarre. Rien. Elle regarde pendant une seconde à une fille qui passe, qui lève les bras dans la rue.
Une envie d'honneur un beau matin au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop qu'on se pose un soir, c'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Ça roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences. Tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement. Quand les deux amants sont nus, l'un en face de l'autre, pour la première fois, sans oser bouger tout de suite, dans la chambre sombre. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. Et on dirait un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et le vainqueur, déjà vaincu, seul, au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie. C'est reposant. C'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuves, ces lueurs d'espoir, ça devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le beau jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents, en somme. C'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué, c'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant, la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir. Qu'on est pris. Qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier. Ah! Pas à gémir, hein? Non, pas à se plaindre. À gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit, et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien. Pour se le dire à soi. Pour l'apprendre, soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Et il n'y a plus rien à tenter, enfin. Alors voilà. Ça commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Allez, lâche-toi. Vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses, tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Bon, allez, allez. Tenez-la vous autres et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dis-leur de me lâcher. Avec leurs sales mains, ils me font mal. Leurs sales mains, vous pourriez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Édipe. Je suis Antigone, je ne me sauverai pas. La fille d'Édipe, oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles disent aussi de se méfier, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Je veux bien mourir, mais pas qu'ils me touchent. Et les cadavres, dis. Et la terre, ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis leurs sales mains, regarde un peu les tiennes. On te l'avait pris, cet appel. Il a fallu que tu refasses ça avec tes ongles la deuxième fois. Ah, cette audace. Je tourne le dos une seconde, je te demande une chic et allez, le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci. Elle était là, grattée comme une petite hyène. Et en plein jour. Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, ouais. Mais j'en ai arrêté une autre de folle l'autre jour. Elle montrait son cul aux gens.
Dis Boudous, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton tous les trois pour fêter ça? Oh, chez la tordue, il est bon son rouge. Mais on a quartier libre dimanche, si on emmenait les femmes. Non, entre nous, qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires. Et puis les moutards qui veulent pisser. Ah, dis-vous. On ne croyait pas tout à l'heure qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres. Oh, ils vont peut-être nous donner une récompense. Ça se peut si c'est important. Les Flanchards, de la 3e, quand il a mis la main sur l'incendiaire le mois dernier, il est le mois double. Oh, dis donc, et si on a le mois double, je propose, au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais arabe. Pour boire, t'es pas fou, ils te vendent la bouteille le double au palais. Pour monter, d'accord. Écoutez, moi je vais vous dire. On va d'abord chez la tordue, on se les cale comme il faut, et après on va au palais. Dis Boudous, tu te rappelles, la grosse du palais? T'étais sous ce jour-là. Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront. Si ça se trouve, on sera publiquement félicité. Alors on verra, la rigolade c'est autre chose. S'il y a une cérémonie dans la cour de la caserne comme pour les décorations, les femmes viendront aussi, et les gosses. Et alors on ira tous chez la tordue. Ah oui, mais il faudra commander le menu d'avance. Je voudrais m'asseoir un peu. S'il vous plaît. C'est bon, qu'elle s'asseye. Mais ne la lâchez pas, vous autres. Garde à vous! Lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef, on est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer, je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort, on a préféré venir tous les trois. Imbécile. Où t'ont-ils arrêté? Pas du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. C'est qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains, elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine, je voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça. Le temps que je me la cale à la joue, chef, le temps que je lui dise merci, je me retourne, elle était là, grattée avec ses mains. En plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver, peut-être? Non! Elle a continué de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore, elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme de juste, et puis on a passé la relève sans parler de rien, et on est venu vous l'amener, chef, voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle en fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour ça que je l'ai laissée près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait, chef. Même qu'au premier coup d'œil, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade dit « Mais non, c'est une bête. Eh, penses-tu, Julie, c'est trop fin pour une bête, c'est une fille. » C'est bien, on vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Je rentrer ces hommes à côté, petit, et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il lui remettre ses liens, chef? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non, As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? non, personne. Tu en es bien sûr? Oui, Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver le repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. Je lui aurais fait à manger.
et je leur ai préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Éthéocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître, tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras. Et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ça n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu t'es dit que tu étais de race royale. Ma nièce est la fiancée de mon fils. Et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. L'orgueil d'Édipe. Tu es l'orgueil d'Édipe. Oui. Maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort, et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent, et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non. Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer, tout simplement, à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours. Et puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un messager crasse des Vals du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma décence, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient. Et je ne m'en irai pas pour si peu regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors écoute-moi bien. Tu es Antigone, tu es la fille d'Édipe, soit. Mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir. Tu t'es pas regardé, moineau, tu es trop maigre. Grossis un peu plutôt pour faire un gros garçon, et mon Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi, tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Et ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu, et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par l'autre porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends non pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serais obligé de te faire mourir? Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes, comprends-tu? Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde? Il y a une autre garde autour du corps de Polynice! Et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc? Sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre. Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu crois donc vraiment, toi, cet enterrement dans les règles? À cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre, tu l'auras déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes, la formule, tu as vu, ces pauvres têtes d'employés fatiguées, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort,
Pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment qui était là couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde! Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non! Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? Pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir. Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi, faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse. Petite Édipe. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure? Que je demande grâce? Que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après quand je l'aurai plus mal? Écoute-moi bien! J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon, et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis le plus fort comme cela, j'en profite aussi. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Tout simplement te tordre le poignet, te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle tout de même, ce roi bafoué qui t'écoute? Ce vieux homme qui peut tout? Et qui en a vu tuer l'autre, je t'assure, est aussi attendrissant que toi, et qui est là à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir? Vous serrez trop maintenant. Cela ne me fait même plus de mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je te l'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te voir mourir dans une histoire de politique. Il vaut mieux que cela. Parce que ton polémisme, cette ombre éplorée, et ce corps qui se décompose entre ses gardes, et tout ce pathétique qui t'enflamme, ça n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais? Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre, c'est ignoble. Et je peux te le dire à toi, c'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tout aide sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer, ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène, mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant 1 mois. Vous êtes odieux. Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. Tellement je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail,
Vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à prendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je vous ai peur! C'est pour ça que vous essayez de me sauver! Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais! Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Et vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure et vous le savez. C'est pour ça que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien, oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines, et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre crayon. Avec mes ongles cassés et pleins de terre. Et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras. Avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Alors aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime, ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non! Vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon Dieu, c'est de comprendre une minute. Toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant que j'en ai qui disent oui. Il faut pourtant que j'en ai qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts, c'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un tyranno bien confortable, rien que pour eux, avec toute la provision de douche pour tirer au moins leurs eaux de là. Et le macraque et le vent siffle et les voiles vont se déchirer et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non? De se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourra être encore un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas sur le premier qui s'avance dans le tas. Cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. Le vent qui vous gifle et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant là-bas. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui a un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela? Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non. Et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer, retrousser ses manches. Empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non. Même si on doit mourir, il n'y a qu'à ne pas bouger. Attendre. Attendre pour vivre, attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Imagine-toi un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève. Où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Les bêtes, elles au moins sont bonnes, simples et dures. Elles vont se poussant les unes après les autres, courageusement, sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent. Et il peut s'en perdre autant qu'on veut. Il en restera toujours une de chaque espèce, prête à refaire des petits, à reprendre le même chemin, avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Quel rêve, hein? Pour un roi, des bêtes, ce serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé, ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris, mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose de si bête. Écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle. Et je vais te faire tuer. Seulement avant, je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien.
Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynice. Celle de tes frères. Non, tu crois la savoir, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes que moi. Mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Ça n'est pas bien beau. Tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères, d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient, sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre, hein, pour te faire enrager. C'était des grands. Après, tu as dû les admirer avec leur première cigarette, leur premier pantalon long, et puis ils ont commencé à sortir le soir et à sentir l'homme. Et ils ne t'ont plus regardé du tout. Tu étais une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer et ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans les couloirs, et ils passaient devant toi, goguenards et veulent, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever, eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était tout pâle, les yeux brillants et si beaux dans son vêtement du soir. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi? Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile. Un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute tout juste bonne, à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Ce n'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était là, assis à sa table. Sa tête dans les mains, il saignait du nez, il pleurait, et dans un coin du bureau, Polynice, ricanant, qui allumait une cigarette. Ce n'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps. C'est vrai, cela. Ouais, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et tous les tueurs que nous prenions finissaient par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle. La cuisine. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint pour Thèbes. Maintenant, tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards faussement émus ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils fidèle d'Édipe, le prince royal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet, avec la tête de circonstance et les honneurs militaires, il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps? Mais je vais te dire quelque chose à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Et Théocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince royal avait décidé lui aussi
de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle, hein? Cette trahison pour laquelle le cadavre de Polynice est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à de larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant, et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux, alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone. Méconnaissables. Alors j'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était, je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que ça m'est égal. Pourquoi m'avez-vous raconté ça? N'allait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul, va voir Aymon ce matin. Marie-toi, vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Oui. Rien d'autre ne compte et tu allais le gaspiller, je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans, c'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit créon maigre et pâle comme toi et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la, tu verras. Ça deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote assise au soleil. Ils te diront tous le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force, de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ça n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur, Un pauvre mot, hein? quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse, tout de suite. Puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie? Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aymon? Oui, j'aime Aymon. J'aime un Aymon dur et jeune, exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, si votre bonheur doit passer sur lui avec leur usure, si Aymon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aymon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aymon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, je sais ce que je dis! C'est vous qui ne m'entendez plus! Je vous parle de trop loin maintenant! D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer! Avec vos rides, avec
15 ans tout à coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te tairas-tu enfin? Mais pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais. Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment. Comme un homme. Le tien et le mien. Oui, imbécile. Vous dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours si on n'est pas trop exigeant. Moi je veux tout. Et tout de suite. Et que ce soit entier ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui. Et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir. Allez, commence comme ton père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la plus petite chance d'espoir vivante, la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils rencontrent votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi! Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide! Je suis laide! C'est ignoble, n'est-ce pas, ces cris, cette lutte de chiffonnier. Mon père n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr enfin qu'il avait bien tué son père, et que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire. Et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus voir vos têtes. Vos têtes! Vos pauvres têtes de candidats au bonheur! C'est vous qui êtes laids! Même les plus beaux! Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon. La cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes? Cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre! Ouvre les portes! Justement, il faut m'entendre! Vas-tu te taire enfin, mon Dieu! Que mon fils cuisinier appelle tes gardes! Antigone! Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi? Pardon, Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Mais où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas maintenant! Pas toi! C'est moi! C'est moi seule! Tu ne voudrais pas venir mourir avec moi maintenant, ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant! Il fallait y aller ce matin à 4 pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Eh bien, j'irai demain. Tu l'entends, Créon? Elle aussi? Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres aussi en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Créon, un peu de courage! Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu'il le faut! Garde! Emmenez-la! Enfin, Créon! Antigone! Antigone!
savais qu'elle meurt. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant, Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Oublie-la, Raymond! Oublie-la, mon petit! Tu es fou, père! Lâche-moi! J'ai tout essayé pour la sauver. Raymond, j'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas, elle aurait pu y vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène! Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener! Elle a parlé maintenant. Tout elle sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi! Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle? L'enfermer? Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? La faire fuir demain? La foule hurle autour du palais, elle sait déjà. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, plus après. Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, Aimon. Si, mon petit. Du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés, tous. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle? Il faudra bien que tu acceptes, Aimon. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui, et te voilà devant moi avec tes larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal, mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aimon. Ne me juge pas, toi aussi. Cette grande force et ce courage, ce dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi? Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui, Aimon. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là? Être un homme, comme tu dis, et trop heureux de vivre. Oui, Aimon. Ah, père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi. Comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, père, que je t'admire. Que je t'admire encore. Je suis trop seul, et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tous seuls, Aimon, le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est cela, devenir un homme. Voir le visage de son père en face.
un jour. Antigone. Antigone. Créon, il est sorti comme un fou. Oui, pauvre petit, il l'aime. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien faire. Il est parti. Touché à mort. Oui, nous sommes tous touchés à mort. Chef! Ils envahissent le palais! Créon, je ne peux plus voir leur visage, je ne peux plus entendre leurs cris. Tu as ma mort, maintenant c'est assez. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que ce soit fini. La garde aux portes convie le palais. Reste ici avec elle, toi. Alors c'est toi, Qui, moi? mon dernier visage d'homme, Faut croire. que je te regarde. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Quel âge as-tu? 29 ans. Tu as des enfants. Oui, 2. Tu les aimes? Ça ne vous regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes garde. Après la guerre, j'ai été sergent, j'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Sergent, ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple, je rencontre une recrue de l'armée, elle peut ne pas me saluer. Ah oui? Oui. Remarquez que généralement elle le fait. La recrue, c'est que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial, mais pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement, comme garde, on a d'autres avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent de l'active. Ah oui? Ouais, c'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute, Oui. je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'ennuie pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Au tombeau. Oh, les nuptiales, ma demeure souterraine toute seule. Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville. En plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Elle a bon dos, la garde. Étonnez-vous après qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent de l'active. De bêtes! Quoi de bête? Des bêtes se serrent l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non! Pas d'histoire! Une lettre, comme vous y allez, vous. Je risquerai gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau, si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Ça vous est égal à vous?
Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. De mon écriture, ce n'est pas pareil. Ton écriture, c'est trop laid. Oh, tout cela, tout est trop laid. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi... Si, garde la bague et écris. Mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus le temps à écrire. Mon amour. C'est pour votre bonne amie? Mon amour, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Et Créon avait raison. C'est terrible. Mon amour, je le comprends seulement maintenant, combien c'était simple de vivre. Bon, dites, vous allez trop vite là, comment voulez-vous que j'écrive? Faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non. Non, raille tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serai morte, mais seulement pardon. Alors je raye la fin et je mets pardon à la place? Oui. Pardon, mon amour. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui. C'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui. C'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Allez, pas l'histoire! Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre. Lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute. Car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou: enlevez les pieds! Enlevez les pieds! Les esclaves se jettent sur les blocs de pierre entassés. Et parmi eux, le roi suant dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin. Le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon, à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore. Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs. Il n'a jamais autant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père, sans rien dire. 1 minute.
Et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon bondit hors de portée. Alors, Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant lourds de mépris. Et Créon ne peut éviter ce regard, comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant de l'autre côté de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre, enfin. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. 2 amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Pas toi, Créon. Tu as encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles sagement. Après avoir terminé son rang posément, comme tout ce qu'elle fait. Un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis elle est entrée dans sa chambre. Sa chambre, à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé, au cadre de peluche, pour s'y couper la gorge. Créon. Elle est étendue maintenant, sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as vue jeune fille asseoir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Elle aussi. Ils dorment tous, c'est bien. La journée a été rude. Cela doit être bon de dormir. Et tu es tout seul, maintenant, Créon. Tout seul. Ouais. Petit, Monsieur? je vais te dire à toi. Ils ne savent pas les autres. On est là devant l'ouvrage, on ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance, toi. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi? Oh oui, monsieur. Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Et voilà. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans cette histoire sans y rien comprendre. Morts pareil, tous. Bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini! La petite Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, ça leur est égal. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes.